Mes frères, bonjour. Merci d'écouter les réponses à ces questions qui concernent le rite et qui correspondent à des questions qui ont été posées lors de notre précédente fête du rite le 8 février 2020. Avant d'entamer directement les questions, je voulais répondre à une ambiguïté pour ce travail. En effet, un certain nombre de loges, la majorité des loges d'ailleurs, a répondu sur ce qu'ils pensaient de notre rite et sur des questions très précises. L'objet n'était pas de changer ou de faire évoluer notre rite, c'était de répondre à des questions. Je vais commencer, je ne citerai pas toutes les loges, je ne citerai pas les loges. Un certain nombre de questions ont été posées par plusieurs loges. Un certain nombre d'entre vous ont des réponses, ont les réponses d'ailleurs, mais je dois répondre aux questions qui sont posées. La chaîne d'union. On me pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans la chaîne d'union? Qu'est-ce que c'est qu'éprouver la chaîne d'union? Ou qu'est-ce que c'est que la quitter? Qu'est-ce qu'on fait? On éprouve la chaîne d'union quand le néophyte, pour la première fois, rentre dans la chaîne, et on va l'éprouver par 3 fois pour vérifier le maillon qui entre dans la chaîne. Lorsque nous faisons une chaîne d'union dans nos tenues, à la fin de nos tenues, tous les maillons ont été éprouvés, nous sommes tous frères, donc nous quittons la chaîne non pas de manière ostentatoire et brusque, mais d'un mouvement très simple, doux, et en une seule fois. Et là, nous quittons la chaîne. On me pose ensuite une question sur les apprentis, peuvent-ils parler? Alors, évidemment, les apprentis ne parlent pas, sauf une fois en tenue, pour dire leurs impressions d'initiation. En revanche, l'apprenti, et c'est souhaitable d'ailleurs, peut parler à l'agape. C'est un moyen de donner la parole, d'avoir un ressenti, et l'ordre de prise de parole, traditionnellement chez nous, est fait, on commence par les apprentis, les compagnons, et par degrés, jusqu'au plus haut degré chez nous, en terminant par l'orateur, qui est la dernière personne comme en tenue, qui prend la parole et après qui nous ne parlons pas. J'en profite d'ailleurs pour faire une allusion au rôle de l'orateur, qui est, plus que de faire un empilage des réflexions qui ont été faites, c'est plus de faire une synthèse en essayant de garder un fil conducteur ou de le trouver de tout ce qui a été dit. On me pose la question, alors là j'ai déjà répondu plusieurs fois à titre personnel, mais on me pose la question de la musique au rite écossais ancien accepté. Alors, la règle, de préférence au rite écossais ancien et accepté, il n'y a pas de musique. Maintenant, c'est comme dans la loi. Dans les sources de la loi, il y a aussi les us et coutumes et la jurisprudence. Des loges ont parfois, depuis très longtemps, utilisé la musique. Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas contre, dans la mesure où la musique est limitée dans sa hauteur du son, qu'elle peut appuyer certains moments, comme des silences quand il y a des préparations, qui peuvent appuyer la chaîne d'union, mais ça doit être doux, ça doit être calme, et en tout cas, pas de musique en fanfare, par exemple en rentrant, quand le vénérable maître rentre, sur Amazing Grace ou des morceaux qu'on peut entendre traditionnellement. Ça, on évite. Une chose aussi, puisqu'on parle de musique et de bruit en loge, pour le maître des cérémonies, une remarque aussi, le scoring, marquer les angles chez nous. On le fait et il faut le faire. Mais le coup de canne militaire, boum, n'est pas nécessaire. On peut marquer avec sa canne et ce n'est pas la peine d'en faire plus que de nécessaire. On me pose la question ensuite, y a-t-il une position rituellique en loge? Alors, je suis content qu'une loge m'ait posé cette question parce que
ça permet de répondre sur une attitude. Notre attitude en loge, notre attitude physique, doit correspondre à un état intérieur. Nous tenons traditionnellement, d'ailleurs d'autres rites que les nôtres, en particulier des rites par cœur, le font souvent mieux que nous, de se tenir à l'équerre ou dans la position dite du pharaon. Pourquoi ? Parce que nous sommes droits, la colonne vertébrale droite, les jambes, le bassin légèrement dans l'axe de la colonne vertébrale, avec les jambes, les genoux en équerre et les mains, les avant-bras et les mains posés sur les genoux, ce qui fait qu'on a sur l'ensemble du corps une position de rectitude et d'équerre. Une remarque là-dessus, certains que ça peut intéresser verront que ça correspond aussi à l'ouverture de chakras. Je ne développerai pas ça, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut dire. Alors là, ce n'est pas une question, il y a une loge qui fait une intervention en disant qu'il faudrait éviter les psst qu'on voit en loge quand un gars se plante ou etc. Alors là-dessus, je voudrais faire une remarque. Je trouve que cette remarque, la loge se reconnaîtra, est une très bonne remarque. Pourquoi ? Parce que d'abord, tout le monde peut se tromper. Qu'une tenue est un déroulé. Il y a une cohérence dans une tenue. Quelqu'un qui va rompre cette harmonie d'une certaine manière va mettre en porte-à-faux, va créer une disharmonie, mettre en porte-à-faux et en même mal à l'aise la personne qui fait une erreur. On en fait tous. Et quand il y a une erreur, si elle est énorme, qui est-ce qui peut la rectifier ? Il y a bien sûr le vénérable maître, l'orateur ou l'expert, dont c'est le travail. Mais de préférence, c'est le faire à la sortie de la tenue, avec le frère ou son surveillant, et de manière bienveillante. Nous ne sommes pas là pour juger. Il faut que nos frères en loge se sentent accueillis. Alors là, il y a une question que j'ai trouvée, d'ailleurs je m'étais moi-même posé la question, pour être franc. Pourquoi les frères, apprentis ou compagnons, doivent-ils sortir et ne peuvent assister à la lecture de la planche de passage ou d'élévation de leurs frères du même degré ? Alors, je vais vous donner l'habitude et je vais vous donner un sentiment en fonction de ce qu'est une loge et du travail qui a été fait dans l'atelier. Du point de vue des habitudes, c'est surtout le cas où le tuilage et la planche seraient mauvais, où le frère pourrait être recalé, et on fait sortir les frères afin de ne pas lui faire vivre un moment pénible, voire ce qui peut être ressenti pour lui à titre personnel comme une humiliation. Maintenant, après cette règle, l'esprit de cette règle. Si les premiers et seconds surveillants ont bien fait leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié que le tuilage était correct, qu'ils ont vérifié le travail, qu'éventuellement ils ont donné des pistes aux frères pour sa planche, personne n'aura de mauvaise surprise. Donc, dans ces conditions, chacun son boulot. Si les surveillants, le vénérable, ont fait leur travail, tous les frères, apprentis ou compagnons, peuvent rester. Ça, c'est fait. Ensuite, une question qui m'a été posée par une loge, alors je n'ai pas vérifié, manifestement, ils ont dû perdre un frère. C'est une question sur la tenue funèbre. Au décès d'un frère, plus qu'une évocation, il existe un rituel, GLNF, de tenue funèbre, qui est tout rite avec des particularités pour certains rites, des petites particularités pour certains rites, dont certains pour le rite écossais ancien et accepté. Ce rite est très beau, c'est un moment solennel autour duquel, en mémoire d'un frère, nous ne sommes pas seulement spectateurs d'un discours, mais acteurs d'une cérémonie en sa mémoire. Donc ça participe au sacré, et sacré, dont je vous propose une des définitions,
qui est moment suspendu dans l'espace et dans le temps. Parce que sous l'égide de quelque chose, ou les auspices de quelque chose qui nous dépasse, qu'on appellera le grand architecte de l'univers. Il reste 2 questions. Une loge demande d'ailleurs qu'on puisse faire un topo ou livrer un topo sur l'historique de notre rite en 33 degrés, Kant, 25, 33, bon, etc. Je le ferai bien volontiers. On a des très bons outils pour ça. Donc notre rite et la particularité de la métaphysique écossaise est que c'est en 33 degrés et que pour moi, pour accéder aux degrés qui suivent le 3, il faut d'abord travailler, vivre et en faire un outil de vie, les 3 premiers degrés de notre rite. Dans ces 3 degrés, il y a tout. Nous allons développer, compléter pour se construire plus, puisqu'on a besoin de référents, etc. Mais travaillons d'abord bien ces 3 degrés et travaillons nos rituels. Il y a beaucoup de choses dans nos rituels et dans l'instruction à la fin de nos rituels. Je ferai une pièce jointe où je mets un petit topo que certains ont eu qui fait 10 lignes de notre très respectable frère Jacques Cohen sur la métaphysique de notre rite. Une question sur pourquoi ne fait-on pas d'instruction ou de travail au degré de maître. C'est évidemment une très bonne question. Moi, j'ai une remarque là-dessus, c'est que je trouve, quelle que soit la personne... D'abord, c'est nécessaire. 2, quand on est en chambre du milieu, il est bien qu'un vénérable maître puisse faire un morceau d'architecture qui ne dépassera pas 10-12 minutes sur le degré, et sur en particulier la métaphysique du degré. Alors ça peut être fait par un frère qui est ou le vénérable maître ou l'orateur, et peu importe d'ailleurs que la fonction ou pas fonction du frère, il faut que ça soit un frère qui connaisse bien la maîtrise, et en particulier la métaphysique de la maîtrise, qui est particulière et qui va développer derrière chez nous beaucoup d'autres choses. Enfin, j'ai une dernière question, et je la garde pour la fin, sur croire en Dieu. Un maître insiste, il se reconnaîtra, sur la nécessité de croire en Dieu, mais il demande lequel. Alors, ça m'a d'abord fait sourire comme question, et puis je me suis dit, ben non, en fait, c'est une bonne question. Elle est d'abord centrale dans la franc-maçonnerie régulière. La première chose les premiers contacts qu'on va avoir avec un profane, on va lui demander « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Alors bon, la plupart des gars vont dire évidemment « Oui, parce qu'ils savent que dans notre système, ils ne pourront pas rentrer s'ils disent « Non, je ne crois pas ». Mais notre entrée chez nous, avec tous les serments qui sont prêtés ensuite, c'est central, c'est très important. Alors, la seule chose que je voudrais dire là-dessus, et je ne développerai pas du tout là, mais si certains le souhaitent, parce que c'est des notions qui paraissent compliquées, mais qui sont en fait pas si compliquées que ça, c'est la notion de théisme et de déisme. Là, je ne le ferai pas là, mais s'il y a des frères qui s'intéressent, je le ferai bien volontiers ou envoyer un topo avec plaisir. À la GLNF, les religions révélées sont de notre domaine privé. Nous travaillons sur privé, voire intime. Mais en loge, nous ne sommes pas par rapport à notre être privé. Il nous est constitutif, mais nous allons abandonner tous nos conditionnements. Nos conditionnements, ils vont être « je suis très intelligent, je vais essayer d'abandonner un peu l'intelligent. Je suis très très cultivé, je vais essayer de l'abandonner un peu pour ne pas faire un outil de domination sur mes frères. » L'abandon des métaux, c'est ça aussi. Et évidemment, la religion, pour revenir, et c'est la notion de la tradition, avec un T majuscule, sur l'essentiel de ce qu'est la tradition, c'est-à-dire un point dénominateur commun ou central qui, pourrait-on peut-être dire, est le divin. J'ai dit.